Bienvenue sur ce webinaire sur l'Afrique du Sud. Je suis accompagné de Ril, de Ril Aïe Solidaire. Et, euh, encore une fois, bienvenue sur cette thématique de l'Afrique du Sud et ses voyages solidaires. Donc, je suis Rémi de chez Together. Est-ce que vous m'entendez tous et vous me voyez tous? Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat pour que je comprenne que vous me voyez bien. Super. Sylvain, bonjour. Amandine. Ok, nickel. Donc, durant ce webinaire, je serai votre assistant technique. Donc, si vous avez des problèmes sur l'audio, sur l'image, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et un message via le chat et je vous répondrai très rapidement. Et du coup, ce webinaire va se dérouler en deux parties. La première partie, ça sera la partie présentation. Et la deuxième partie, la partie questions-réponses. Donc là, pour poser des questions, vous pouvez poser la question directement sur le chat et après Ril reviendra à la fin de la présentation pour répondre à ces questions. Et donc pour poser une question, au-dessus de la barre de chat, vous avez un petit point d'interrogation. Vous cliquez dessus, vous écrivez votre question et le logiciel va comprendre que c'est une question et après on y répondra tout à l'heure. Donc maintenant, je vous laisse aux mains de Ril et je vous souhaite une bonne présentation. Bonjour tout le monde, donc je me présente, je suis Ril. Bienvenue à vous pour notre premier webinaire sur les voyages solidaires donc en Afrique du Sud. Tout d'abord, je vais vous présenter donc l'entreprise qui est Realize Solidarity. Donc Realize Solidarity est une agence de voyage solidaire basée à Johannesburg en Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'équipe est composée de 3 personnes. Donc nous avons Modeste ici, qui s'occupe principalement de la partie opérationnelle, donc qui est en relation avec les partenaires et surtout donc les guides, mais également les clients une fois qu'ils sont sur place. Ensuite, donc nous avons Nathalie et moi-même qui nous occupons donc du développement de l'entreprise. On est en charge donc de la conception des voyages, de la relation avec les partenaires et également donc les clients du début à la fin. Donc, nous parlons tous français et anglais, donc nous sommes une équipe multilingue. Et aujourd'hui, donc, nous accueillons des clients aussi bien francophones qu'anglophones. Donc, Realize Solidarity est une agence vraiment spécialisée sur le voyage solidaire. Donc, pourquoi Realize Solidarity? Tout simplement parce que nous avons souhaité faire comme un jeu de mots avec certains mots, comme vous pourrez le voir ici. Donc, ici, avec Real Eyes, pour permettre justement aux voyageurs de permettre un voyage avec son propre regard, un regard authentique, et ensuite Realize pour permettre justement un voyage utile. Et donc Real Eyes, donc vous vous demanderez peut-être pourquoi est-ce que j'ai accolé mon prénom au nom de l'entreprise, tout simplement pour montrer que derrière Realize Solidarity, il y avait véritablement de l'humain. Aujourd'hui, nous sommes vraiment axé sur la solidarité et le voyage, le tourisme que l'on propose aujourd'hui, c'est vraiment de permettre à quiconque de découvrir l'Afrique du Sud, mais de manière authentique. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu la possibilité de venir en Afrique du Sud ou de vendre la destination. Donc, pour vous faire quand même un petit rappel, l'Afrique du Sud, donc c'est 2 fois et demi la France, donc c'est vraiment un très très grand pays avec 57 millions d'habitants. C'est l'unique pays au monde à avoir 11 langues nationales officielles, ce qui est quand même très important. Donc, il est réparti en 9 provinces et 3 capitales. Donc, pour vous donner une idée aussi, au niveau de la monnaie, donc on a un taux de change qui reste plus ou moins favorable, puisqu'aujourd'hui, 1 euro équivaut à peu près à 16 rands. Donc, avec 16 rands, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, par exemple, s'acheter un quota. Donc, le quota, c'est le sandwich de référence qui n'est pas très cher et qui est assez bourratif, donc qui est très connu notamment dans les townships de la banlieue de Johannesburg, Soweto, mais qu'on peut retrouver vraiment à l'intérieur de tout le pays. Donc, pour vous présenter les atouts de la destination véritablement, donc on va commencer par parler de l'accessibilité. Donc, c'est vrai que l'Afrique du Sud, c'est un pays, il faut compter, alors depuis l'Europe, il faut compter à peu près une dizaine d'heures pour rejoindre par exemple Paris jusqu'à
Johannesburg. Et puis, il faut, alors pour vous situer à peu près, donc il faut compter 11h30 à peu près pour rejoindre le Cap. On a une dizaine d'aéroports dans le pays qui permettent justement aux voyageurs d'arriver, que ce soit sur OR Tambo, donc le plus grand aéroport du pays, donc qui est celui de Johannesburg, mais ils peuvent également arriver au Cap ou arriver sur Durban. Ils peuvent également partir de ces aéroports-là. Et donc, comme je vous le disais précédemment, l'Afrique du Sud est vraiment un très grand pays, comme on peut le voir. Donc, c'est assez difficile de visiter tout le pays en 10 jours ou même en 2 semaines. Donc, pour ne pas perdre de temps, justement, on favorise les vols internes, surtout pour les déplacements entre les grandes villes telles que Cape Town, Durban, Johannesburg ou encore pour rejoindre le nord du pays. Donc, ce sont des déplacements qui ne sont pas très excessifs. Donc, en général, ça ne fait pas gonfler le budget puisqu'on peut être sur des vols simples aux alentours de 70 € par personne. Ensuite, d'un point de vue climat, donc l'Afrique du Sud est bordée donc par 2 océans. On a la chance d'avoir donc l'océan Atlantique ici et l'océan Indien. Donc, ça nous permet justement d'avoir un climat favorable toute l'année. Donc, lorsque les voyageurs peuvent vous demander, mais quelle est la meilleure saison pour venir en Afrique du Sud? Alors, la meilleure saison, c'est toute l'année. Je vous dirais surtout que la meilleure saison dépend des motivations du voyageur pour son voyage. Si, par exemple, le voyageur souhaite faire des safaris, la meilleure période, c'est sûr que ce sera plus notre hiver à nous, donc plus juillet-août. Pourquoi? Parce que forcément, donc, il fera un peu moins chaud. Donc, les animaux sortiront beaucoup plus facilement. Et également, il y aura beaucoup moins de végétation luxuriante qui empêcheront, en fait, l'observation des animaux. Donc, il y aura, les paysages seront quand même un peu plus secs. Donc, ce sera beaucoup plus facile d'apercevoir la faune locale. Et ensuite, le dernier atout principal de la destination, ça reste sans conteste la diversité. Je vous parlais tout à l'heure des 11 langues nationales. Ça se retranscrit à travers les cultures, les traditions, mais également les paysages, la diversité au niveau des activités possibles en Afrique du Sud, la gastronomie. Donc, on fera un petit rappel de tout ce qui est possible de faire en Afrique du Sud. Mais le véritable atout aujourd'hui de cette destination, c'est véritablement la diversité qui existe dans ce pays. Donc, quand on parle de l'Afrique du Sud, naturellement, vu la taille du pays, on va parler des incontournables. Donc, quand on parle des incontournables, on va se diriger tout de suite vers l'une des plus belles villes du monde. Donc, on va parler surtout de Cape Town, donc qui est située à l'extrémité sud justement du pays. Donc, nous, on propose aujourd'hui aux voyageurs de découvrir les incontournables du Cap. Donc, par exemple, la montagne de la Table, qui fait partie maintenant des 7 merveilles au monde de la nature. On aura également la possibilité de proposer aux voyageurs de découvrir le Cap de Bonne-Espérance, Boulders Beach, qui est l'unique plage préservée aujourd'hui du pays à accueillir justement des manchots, Boulders Beach ou encore le jardin de Kirstenbock. L'objectif aujourd'hui, c'est bien évidemment de permettre aux voyageurs de découvrir les incontournables. Mais nous, ce qu'on essaye de faire justement, c'est de leur faire découvrir ces incontournables, mais d'une autre manière. Alors, bien évidemment, il n'y a aucune obligation, mais ce qu'on va vraiment essayer de proposer aux voyageurs, c'est une découverte de manière plus authentique, que ce soit en lien avec la population locale ou la nature, tout simplement. Donc, par exemple, pour découvrir donc la montagne de la Table, même si on va vous proposer de faire l'ascension via le téléphérique, qui reste quand même un must, on vous proposera par exemple de faire de l'escalade ou alors de la randonnée, tout simplement. Pourquoi pas découvrir la plage de Boulders Beach en étant vraiment beaucoup plus proche des animaux, en faisant par exemple du canoë-kayak, découvrir la péninsule du Cap à vélo. Et l'objectif, c'est véritablement de ne pas s'arrêter alors au fameux panneau où tout le monde aime bien prendre les photos. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir aller jusqu'à la péninsule du Cap, monter sur le phare et découvrir vraiment la péninsule à 360 degrés. On vous propose également, pour découvrir par exemple le quartier de Bocade, une immersion culinaire dans le quartier avec une habitante locale qui vous permettra justement de découvrir l'histoire en fait de ces fameux quartiers, de ces fameuses maisons colorées et de découvrir pourquoi est-ce que ces maisons peuvent changer justement de couleur d'année en année. Donc vraiment, l'objectif, c'est de permettre une immersion, de permettre des découvertes plus authentiques qui sont aussi un petit peu moins touristiques. Alors, par exemple, on peut également
montrer les incontournables de la région du Cap. Donc là, on se déploie un peu plus sur toute la région. Donc pour vous situer un petit peu, on va partir d'Hermanus, par exemple, pour admirer les baleines, plus sur la période de juin à fin novembre. Et ensuite, on va se déployer vraiment sur toute la route Jardin, jusqu'à, on va dire, Titicaca, qui se situe à peu près à ce niveau-là. Donc, toute cette partie-là, si vous voulez, sur la région du Cap occidental, comme on le dit, permet justement des découvertes sur Ouchouaron, qui est le pays des autruches, où on peut voir justement un petit peu des fermes aux autruches. On peut également découvrir les grottes de Kango, qui permettent de découvrir justement les conditions de vie des Bushmen à cette époque-là, mais pas que. On propose ensuite la possibilité à ceux qui le souhaitent de continuer justement la visite des grottes par un tour aventure. Donc, on propose vraiment, encore une fois, la découverte des incontournables, mais d'une autre manière. Par exemple, alors la route des vins dont on parle tant, qui se situe plus sur Stellenbosch, voilà. Après, on va avoir Franschhoek, Parle, Worcester. Donc, on a pas mal de petits vignobles qui sont dans la région du Cap occidental, justement. Et nous, on vous propose, alors, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez visiter les vignobles à pied, faire des tours à cheval, en vélo, également emprunter le tram. Et une de nos dernières trouvailles, ça a été justement de proposer des tours en scooter, qui est un petit peu le mixte entre une trottinette électrique et un scooter. Donc, il n'y a pas besoin de permis spécifique pour faire ce type d'activité-là. Et c'est vraiment accessible, même aux enfants, donc aux familles. Donc, c'est vraiment une activité ludique qui permet justement aux plus grands ou aux fans de vin de pouvoir découvrir justement la culture et l'histoire en lien avec, par exemple, l'exportation sur Franschhoek, l'exportation de l'art du vin justement en Afrique du Sud, et de permettre également de faire cette activité avec des enfants quand on est en famille. À savoir qu'il y a des dégustations de vin, mais pas que, il y a des dégustations de chocolat, de fromage, voilà, il y a beaucoup d'autres choses à déguster quand on est dans les vignobles. Ensuite, nous avons donc Titicaca, dont je vous parlais juste à l'instant, qui est situé ici sur la Garden Route, qui permet justement de faire des randonnées, que ce soit à la journée ou sur plusieurs jours. Et ensuite, on a également le Ado Elephant Park. Alors là, on est plus sur la région du Cap oriental, pardon, qui se situe ici, qui est un petit peu le must et l'un des parcs les plus connus de la région du Cap, et qui plaît beaucoup aux familles. Voilà. Ensuite, quand on parle des incontournables, on est obligé de parler de Johannesburg. Donc, on entend beaucoup de choses sur Johannesburg, que c'est une ville peut-être où il faut juste faire une petite halte pour prendre son avion. Alors, si vos voyageurs sont vraiment des adeptes de la culture, de la tradition, s'ils veulent vraiment être en immersion avec la population locale, profiter également voilà, de la modernité justement de la ville. Il faut véritablement les faire arrêter sur Johannesburg au moins 2 jours. Pour moi, c'est vraiment un minimum. Bien évidemment, on fait le tour, donc on ne peut pas s'arrêter beaucoup de jours sur toutes les villes, mais Johannesburg est vraiment un incontournable du pays. Pour vous situer, donc Johannesburg est à côté de Pretoria, la capitale du pays. C'est la ville la plus petite du pays et c'est également la plus peuplée d'Afrique du Sud. Donc, on va vraiment retrouver des ethnies différentes, des cultures différentes, une gastronomie différente. On va pouvoir retrouver justement l'histoire que l'on retrouve aujourd'hui en Afrique du Sud. On parle beaucoup de l'apartheid, avec par exemple le Constitution Hill, qui est une reconstitution d'une ancienne prison qui n'est pas du tout touristique à mon sens et qui vraiment vaut le détour. C'est vraiment une visite que nous, on propose aux voyageurs. Et pour l'instant, on fait un sans faute parce que véritablement, c'est une visite qui retrace l'histoire du régime de l'apartheid, des conditions de vie des opposants, des militants et de tout simplement donc des personnes de couleur qui vivaient à cette époque-là donc à Johannesburg et également
de découvrir l'Assemblée constitutionnelle qui est située juste à côté, qui permet justement de faire la transition entre le régime de l'apartheid et ce régime plus, entre guillemets, démocratique qui existe aujourd'hui en Afrique du Sud et qui permet justement à Johannesburg, mais au pays tout entier, de pouvoir être ce qu'il est aujourd'hui. Donc là, volontairement, on vous a mis une photo de la flamme de la liberté qui est juste devant ce monument et ce site qui représente véritablement aujourd'hui ce que recherche le pays et ce pourquoi il continue à œuvrer par la diversité, encore une fois, à travers les marchés colorés qu'on peut trouver, que ce soit sur Maboneng ou Braamfontein, par exemple, qui sont des quartiers un peu plus chics, un peu plus dynamiques, où on va pouvoir trouver des artistes un peu sur tous les coins de rue. On va pouvoir trouver également des marchés très colorés, très locaux, en fonction des jours, bien évidemment. On propose également des visites plus authentiques, encore une fois, comme je le disais, par exemple, sur Yeovil ou sur Hillbrow, qui sont des quartiers qui ne sont encore une fois pas du tout touristiques, où les voyageurs, ou en tout cas les agences de voyage aujourd'hui n'envoient pas leurs voyageurs, tout simplement parce que je pense que c'est un produit que les autres réceptifs ne mettent pas en avant. Et aujourd'hui, nous qui sommes vraiment partisans du solidaire et de montrer l'Afrique du Sud telle qu'elle est réellement, pour nous, c'est vraiment une visite qui a un sens. Alors, quand on parle de Johannesburg, bien évidemment, on va l'assimiler également à Soweto, qui est justement l'un des townships les plus connus de la banlieue de Johannesburg, donc qui est situé donc dans le nord, dans la banlieue de Johannesburg. Soweto, quand on parle de Soweto, alors on va tout de suite parler de Vilakazi Street, qui reste quand même l'emblème de Soweto, puisqu'elle abrite l'unique rue au monde à avoir les maisons de deux prix Nobel de la paix, que sont Nelson Mandela et Desmond Tutu. Mais au-delà de ça, nous, ce qu'on vous propose, c'est de continuer la visite et de découvrir, par exemple, le mémorial Hector Peterson et de découvrir ce qui s'est passé ce fameux 14 juin 1976. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées aujourd'hui donc à Soweto. Et l'objectif pour nous, lorsqu'on on fait des visites aux voyageurs, c'est de leur faire découvrir, alors bien évidemment les incontournables qui restent touristiques où on aime bien prendre des photos, mais surtout de leur montrer ce qui s'est passé au temps de l'apartheid et ce qui se passe aujourd'hui et de quelle manière le township a pu évoluer. Alors encore une fois, on entend beaucoup de choses sur Soweto, mais c'est vrai que le fait de pouvoir donner la possibilité aux voyageurs de le découvrir par eux-mêmes, avec leur propre regard, et de leur expliquer justement que représente le mémorial Hector Peterson, que représente également le tour Oppenheimer. C'est véritablement des histoires aujourd'hui qui ne sont pas touristiques, mais qui valent vraiment le détour pour permettre aux voyageurs de comprendre en fait l'histoire de Soweto et ce qui s'est passé dans ce township et le rôle qu'il a eu justement dans toute la lutte contre l'apartheid. Alors ensuite, on va parler d'un autre incontournable. Donc là, on va vraiment changer un petit peu de cap puisqu'on va aller vers la région du KwaZulu-Natal. On va parler essentiellement donc de Chlouchloué, qui est l'un des premiers parcs à avoir été ouvert en Afrique du Sud et qui travaille vraiment pour la protection des rhinocéros. Donc, on peut voir énormément de rhinocéros dans ce parc au Chlouchloué. Alors, pour vous situer quand même où se trouve le Chlouchloué, excusez-moi, je repars un petit peu en arrière sur les cartes. Alors là, on est sur le KwaZulu-Natal, donc on va parler de cette région-là. Et donc, le Chlouchloué est la réserve qui est située un peu plus au nord, justement, de la province. Vous avez également la possibilité donc, de proposer des croisières sur l'estuaire Sainte-Lucie. Les voyageurs peuvent également remonter un petit peu plus sur le nord et rejoindre quasiment la frontière avec le Mozambique pour rejoindre Cap Vidal, Kosi Bay, qui sont vraiment des spots superbes pour tout ce qui concerne la plongée, que ce soit avec masque ou tuba, le snorkeling, le paddle. Donc c'est vraiment très accessible pour les familles également. On a beaucoup de familles qui s'arrêtent sur Kosi Bay, Cap Vidal. On peut également faire de la pêche, faire des croisières sur le lac, etc. Découvrir également donc cette superbe montagne du Drakensberg
qui partage justement sa montagne avec le Lesotho, donc qui est juste ici, la chaîne de montagne, qui est l'une des plus impressionnantes du pays. Donc, c'est vraiment le spot par excellence pour les randonneurs, mais pas que, parce qu'on peut le faire sur plusieurs jours. Il y a des trails sur plusieurs jours, mais on peut également le faire à la journée. Voilà, donc pour des personnes qui souhaiteraient un petit peu s'évader, être vraiment en communion avec la nature, c'est vraiment un très beau spot. On peut également s'arrêter à proximité. On a pas mal de petits sites, de maisons d'hôtes, de sites un peu backpackers qui valent vraiment le détour. Et ça permet de faire aussi une halte quand on veut aller au Lesotho. Donc, c'est vraiment l'étape à ne pas manquer quand on vient au KwaZulu-Natal et qu'on est adepte de la randonnée. Alors ici, nous avons The Hole in the Wall, donc on est parti un petit peu plus loin sur du KwaZulu-Natal puisqu'on est sur la côte sauvage de l'Eastern Cape, mais ça reste aussi un incontournable du pays. Alors ensuite, nous allons parler des safaris qui restent quand même l'une des premières motivations de voyage pour les voyageurs aujourd'hui. Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment de vous montrer qu'il est possible de faire des safaris à peu près partout aujourd'hui dans le pays. Alors on parle beaucoup du parc Kruger, mais pour vous donner une idée, le parc Kruger, c'est la taille de la Belgique. Donc, c'est vraiment très, très grand. On a essayé de vous mettre une carte, comme vous pouvez le voir, tout n'est pas passé. Donc, c'est vraiment difficile de faire tout le parc en 2-3 jours. En général, ce qu'on recommande aux voyageurs, c'est de se focaliser sur une partie du parc. Donc, ça peut être par exemple le sud, qui est quand même très demandé parce que très connu justement pour l'observation des félins. On a également le nord avec la partie du Timbavati et du Glacieri, qui est aussi très demandé parce qu'on a pas mal de très beaux lodges. Et surtout, l'avantage, alors pour vous expliquer, c'est que ici, donc, nous avons toute la partie Kruger National Park, où on va avoir essentiellement des rest camps, donc ce sont des camps d'État, où les voyageurs vont pouvoir avoir la possibilité de faire donc, des safaris avec leur propre véhicule, mais ils pourront également faire des safaris organisés, des safaris le matin, des safaris à la journée, des safaris également au coucher de soleil et des safaris de nuit. Donc, c'est vraiment un bon combiné, un bon mix quand les voyageurs veulent quand même vivre une petite expérience, s'essayer également à faire le safari tout seul. Et s'ils voient qu'ils n'ont pas la possibilité de voir assez d'animaux ou qu'ils ne sont pas rassurés, ils peuvent réserver. Donc, alors s'ils le font sur place, c'est bien évidemment en fonction des disponibilités, mais ils peuvent réserver un safari avec les rangers du parc. Ensuite, nous avons donc, alors, petite précision sur les rest camps, il n'y a pas de repas, donc c'est vraiment des camps qui restent assez sommaires. C'est bien aussi pour toutes les personnes qui aiment voyager un petit peu en camping, en type un peu backpackers, ou tout simplement les personnes qui souhaitent un petit peu avoir une formule plus libre pendant leur séjour. Ça leur permet justement de faire leurs petites courses et donc il y a des cuisines, des espaces qui sont communs où ils peuvent faire leurs propres repas. Parfois, il y a des camps en fait qui sont aménagés, donc avec des chambres aménagées où la cuisine est à l'intérieur, donc ce sera que pour les voyageurs. Et certains camps sont aménagés avec des restaurants, des piscines qui sont vraiment très adaptés pour les familles et donc avec les enfants. Ensuite, nous avons toute la partie donc The Greater Heat Park, ce qu'on appelle. En fait, ce sont la partie des réserves privées où là, les voyageurs sont en pension complète avec les safaris d'inclus. Donc, en général, c'est un safari très tôt le matin et un safari de fin de journée. Donc, l'avantage qu'il y a, c'est que cette partie donc du Greater Heat Park n'est pas du tout séparée par des fences, donc des portails ou des panneaux électriques. Donc, c'est complètement ouvert, ce qui veut dire que la faune est tout à fait libre d'aller et venir d'un côté comme de l'autre. Donc, ça permet véritablement d'avoir une autre expérience puisque là, on peut faire du hors-piste. Donc, c'est quand même très agréable de pouvoir voir les animaux dans un autre environnement, de pouvoir s'approcher d'eux de manière vraiment plus authentique aussi. Et ça permet justement
de pouvoir avoir une expérience un peu plus confortable, parce que là, on est quand même dans des logements qui sont un peu plus luxueux, plus standardisés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il est tout à fait possible de mixer les deux, c'est-à-dire de faire par exemple une partie rest-camp, où on peut faire 2 jours, 2-3 jours en rest-camp, 2-3 jours sur une réserve privée ou inversement. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait très facilement. On a vraiment des parcs partout en Afrique du Sud, que ce soit sur la partie plus au nord avec le parc Kruger. On a également des parcs qui sont beaucoup plus petits, tels que le Pilanesberg ou le Madikwe, qui sont des parcs nationaux où on peut également apercevoir les Big Five. Pardon, je vais vous montrer la carte quand même pour vous situer un petit peu. Parce qu'on parle beaucoup des Big Five, donc on vous a mis les photos. Mais vous avez par exemple donc le célèbre parc Kruger. Je vais changer juste de couleur. On a également donc le Pilanesberg et le Madikwe dont je vous parlais à l'instant, qui sont dans la région du Nord-Ouest, donc qui sont à peu près 3 heures de route de Johannesburg. Donc, ce qui permet d'éviter aussi de remonter jusqu'au Limpopo, donc ce qui est parfois pratique quand on n'a pas beaucoup de temps. On peut proposer justement des parcs qui sont beaucoup plus proches de Johannesburg. On a donc le fameux Chouchoué qui permet également de voir les Big Five. On a une réserve ici qu'on propose pas mal, donc dans le Nambiti Game Reserve, avec pas mal de lodges très accessibles également pour les enfants. On a donc le Ado Elephant Park, mais même dans la région du Cap, on va avoir le Aquila Game Reserve, on va avoir le Gondwana Game Reserve, on a beaucoup de parcs, on a ici aussi le Inverdoon, on a plusieurs parcs qui sont dans l'Afrique du Sud, que ce soit sur la partie sud, nord ou centrale du pays. Donc vraiment, il faut pas rester focalisé sur le parc Kruger. L'intérêt quand les voyageurs vous demandent par exemple de faire des safaris, on a parfois des voyageurs qui vont tout simplement dire alors nous on va aller au parc Kruger, etc. Il faut tout simplement leur demander pourquoi le parc Kruger. Peut-être qu'ils en ont tout simplement entendu parler, mais qu'ils n'ont pas d'intérêt particulier à aller au parc Kruger. Et c'est vrai que parfois on peut donc très facilement leur proposer de se rendre sur d'autres parcs qui sont aussi tout à fait beaucoup plus petits, donc peut-être plus accessibles. Et du coup, ça permet d'avoir une expérience différente, que ce soit au niveau des paysages, mais également de la faune. Alors ensuite, nous avons donc le Blood River Canyon, qui est le 3e plus grand canyon au monde, derrière le Grand Canyon des États-Unis et le Fish River Canyon de la Namibie. L'intérêt pour aller au Blood River Canyon, donc il se situe donc au nord sur la partie entre le Mpumalanga et le Limpopo, donc qui rejoint justement le parc Kruger. L'intérêt, c'est véritablement de faire des randonnées ou alors de faire la croisière justement sur le canyon. Ce qui peut être vraiment très intéressant quand on monte jusqu'à cette région, c'est de faire également ce qu'on appelle la route panoramique, donc de s'arrêter sur différents sites qui vous permettent en fait d'avoir une vue différente sur le canyon. Donc on a par exemple les 3 Rondavel, Burkelspotel, The Pinnacle Rock, mais l'idée c'est véritablement aussi de découvrir l'histoire de ces sites, parce que tous ces sites ont une histoire particulière qui leur est propre. Et donc l'objectif, alors quand les voyageurs sont en groupe accompagnés d'un guide, bien évidemment c'est le guide qui leur explique un petit peu toute cette histoire, et quand ils sont en auto-tour livrés à eux-mêmes, donc dans les carnets de voyage, donc on explique véritablement donc toute cette histoire en lien avec la route panoramique. Donc aujourd'hui, on propose également donc des voyages hors des sentiers battus, donc au Swaziland pour ceux qui auraient reconnu la tenue traditionnelle Zoulou, mais également au Lesotho. Donc ce sont les 2 royaumes enclavés à l'intérieur même du pays. Donc pour vous montrer un petit peu les royaumes dont je parle, on parle du Lesotho et du Swaziland, donc qui sont à l'intérieur de l'Afrique du Sud, comme vous pouvez le voir, mais qui sont vraiment indépendants. On peut parler également de Ograbis Falls, qui est dans le Northern Cape, donc la région, cette région-ci, donc les chutes d'Ograbis qui sont situées ici. On peut parler également de Kimberley avec The Big Hole, qui est l'un des plus grands cratères au monde à avoir été creusé à la main. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de montrer un petit peu d'autres villes, d'autres sites qui sont moins connus et qui valent quand même le détour. Donc ça peut être pendant une première visite. Ça peut également être lors d'un second voyage. Donc, c'est des choses qu'on nous demande parfois aussi lors de second voyage, lorsque les voyageurs sont déjà venus au moins une fois en Afrique du Sud. Alors, nous proposons également une extension aux chutes Victoria.
Les chutes Victoria sont visibles alors à la fois côté Zambie et Zimbabwe. Donc nous proposons la découverte des chutes des deux côtés. Donc l'Afrique du Sud est frontalier avec le Zimbabwe et les chutes Victoria sont visibles à la frontière entre les deux pays. Donc aujourd'hui, on propose vraiment aux voyageurs de venir aux chutes Victoria, mais de faire les activités qui sont proposées. On n'a pas véritablement de meilleure saison. Alors on a une saison des basses eaux, des hautes eaux, comme on entend parler. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on est sur la période des hautes eaux, on va avoir un débit très important. Donc les chutes vont être vraiment spectaculaires. Mais à contrario, on va aussi avoir beaucoup de brume qui va remonter justement des chutes d'eau, donc parfois qui peut un petit peu obstruer la visibilité des chutes. Donc c'est vrai que parfois le fait d'y aller pendant la période des basses eaux peut être plus confortable, même si le débit est moins important. C'est vrai que ce sont quand même, elles font partie des chutes les plus grandes, les plus importantes au monde. Donc c'est vrai que je pense que déjà de se rendre sur le site, ça reste quand même assez impressionnant. Donc le fait de pouvoir les voir de manière différente, ça reste quand même un must. Donc le survol en hélicoptère, forcément, on le recommande vivement, mais on peut également faire du rafting ou encore une croisière sur le Zambèze, par exemple. Alors aujourd'hui, Relay Solidarity, donc pour proposer du voyage authentique aux voyageurs, propose 4 combos de voyage, donc des forfaits de voyage. Donc on va avoir le voyage sur mesure par excellence, où on va organiser en fonction de la demande du client. On va également avoir donc le Freedom Combo, qui est en fait un voyage thématique. On part d'une thématique pour organiser le voyage. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on a déjà organisé un voyage sur le thème du Festival de la Baleine, sur les 100 ans de Nelson Mandela. Donc, l'objectif, ce n'est pas de faire un voyage 100% en lien avec la thématique. Les voyageurs peuvent aussi découvrir des incontournables, faire autre chose, des safaris. Mais on reste vraiment sur une thématique pour organiser le voyage. Ensuite, nous avons donc le Vacation Combo et le Combo Tour, qui sont des voyages plus en lien avec l'aspect solidaire. Donc, le Vacation Combo, lui, c'est un voyage un peu plus en 2 temps. L'objectif, c'est que la première partie du voyage est consacrée justement à la participation à un projet solidaire au sein d'une association ou alors à de l'immersion dans un village. Et la seconde partie du voyage va être consacrée justement à la découverte du pays de manière plus authentique. Le combo tour, ça va être à peu près la même chose. La seule différence, c'est que c'est pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de rester longtemps, soit au sein d'une association, soit en immersion auprès d'un village. Donc, par exemple, ils vont découvrir le pays et ils vont vouloir passer une journée ou deux dans le village ou visiter une demi-journée, par exemple, une association pour comprendre un petit peu leur mode de fonctionnement. On reverse également entre 3 et 7% donc, du montant des voyages que l'on organise au profit donc, du développement de projets locaux de certaines associations. On a des partenaires locaux tels que les guides ou encore les maisons d'hôtes. Et on soutient également donc, 5 associations que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, l'objectif de Relay Solidarity n'est pas de contraindre en fait les voyageurs à faire des visites qu'ils n'auraient pas envie de faire ou à forcément côtoyer, aller dans les villages pour faire de l'immersion à tout prix. L'objectif, c'est vraiment de rendre le voyage accessible à tous. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est capable de faire, d'organiser un voyage solidaire, que vous soyez une entreprise, en voyage de noces, en famille ou entre amis, ou même en colonie de vacances. Voilà, on est tout à fait capable aujourd'hui de vous proposer justement un voyage solidaire en Afrique du Sud et une découverte authentique du pays. Donc, pour vous présenter rapidement donc, les associations que nous soutenons, donc, nous avons The Shalk, qui est situé donc, à Soweto, dans la banlieue de Johannesburg. Donc, pour vous situer un petit peu, The Shalk est une association qui est en lien avec les enfants et qui travaille justement sur l'immersion locale. Et l'objectif du fondateur est de montrer justement aux jeunes des townships qu'il est tout à fait possible de s'en sortir aujourd'hui quand on vient d'un milieu défavorisé. Et aujourd'hui, donc, il les aide notamment grâce à de l'animation sportive et artistique, mais également grâce à de l'aide aux devoirs. Donc, NK, le fondateur de cette association, est également notre partenaire pour la partie guide anglophone pour les villes de Johannesburg, donc avec Soweto, mais également Pretoria.
Nous soutenons également donc EasyCall Obomi, qui est un centre communautaire donc qui est basé à Cape Town cette fois-ci. Et donc notre objectif pour nous était de soutenir justement des personnes qui ont un lien. Donc par exemple cette Mama Uma crée de l'artisanat local à base d'objets recyclés. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, donc elle avait créé un collier à base de paquets de céréales. Donc, nous soutenons également Dactari, qui est un camp situé dans le Limpopo, à Hoedspruit exactement, donc par ici, dans la région donc la plus pauvre du pays. Et donc, en fait, ils ont créé un camp pour accueillir les animaux donc, qui sont blessés ou malades, pour pouvoir les soigner et ensuite les relâcher en liberté si cela est possible. Ils ont un projet un peu bipartite puisqu'ils sont en collaboration avec deux écoles, donc des villages avoisinants, et ils accueillent donc chaque semaine des élèves de ces écoles pour les sensibiliser justement à la protection et à la préservation de l'environnement et de la faune qui les entoure. Nous soutenons également dans cette même région Nourish, qui est un éco-village et qui permet justement de mettre à contribution la communauté dans différents projets. Ils ont également des projets en lien avec le recyclage. Ils ont réussi à créer un backpackers à base d'objets recyclés, des bouteilles recyclées. Et pour finir, donc nous soutenons Little Rose, qui est un centre communautaire également, qui accueille aujourd'hui 20 jeunes qui vivent toute l'année à Little Rose. Little Rose est une association qui existe depuis 1994. Donc, ils ont réussi à se développer au fur des années et ont créé une crèche et ils ont également ouvert une maternelle. Donc, notre objectif, c'est véritablement de les aider donc, au quotidien. Il faut savoir que, par exemple, toutes les pochettes voyage que l'on propose aux voyageurs sont créées et fabriquées main par les filles de l'atelier de Little Rose. Donc, au-delà des projets solidaires que nous proposons donc de l'immersion locale dans les villages pour permettre justement aux voyageurs d'avoir une expérience vraiment authentique qui leur permettrait de participer au quotidien des villageois, que ce soit pour aider à la préparation des repas, aider au nettoyage, voilà. Donc, c'est vraiment leur permettre une immersion dans les villages. Nous avons par exemple un circuit que nous proposons donc toujours dans la région du Limpopo, au nord de l'Afrique du Sud, dans le village par exemple de Tsandzine, où vous pourrez faire de la randonnée, faire du camping, découvrir par exemple le village à vélo avec les villageois. Donc l'objectif, c'est vraiment de permettre aux voyageurs une immersion complète dans le village, de manière vraiment sécurisée, parce qu'ici, vous voyez par exemple Donald, qui est notre représentant sur cette partie, sur cette région. Mais l'objectif, c'est vraiment de permettre aux voyageurs de découvrir encore une fois l'Afrique du Sud de l'intérieur grâce aux habitants et à l'immersion. Donc ensuite, nous avons également un autre voyage que nous proposons en immersion donc à Eswatini, donc qui est le Swaziland, qui est l'un des royaumes enclavés à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Donc on entend souvent que le Swaziland est juste une halte pour rejoindre le parc Kruger ou rejoindre le KwaZulu-Natal. On vous confirme, le Swaziland est vraiment une destination à part entière où on peut rester une semaine et ne pas s'ennuyer à faire des choses différentes tous les jours. Donc l'objectif pour nous, c'est de proposer aux voyageurs de l'immersion, que ce soit chez l'habitant, ils peuvent quand même loger dans des maisons d'hôtes, dans des lodges également, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que l'immersion permet de participer, par exemple, à des événements ou des cérémonies locales qui pourraient avoir lieu pendant le séjour du voyageur, de découvrir aussi des visites hors des sentiers battus. Donc, on parle beaucoup de l'usine de fabrication de bougies, mais ce sont surtout des marchés artisanaux que l'on voit en fait quand on se balade tout simplement dans les villages. Mais par exemple, faire l'ascension du Cibébé Rock, c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu aujourd'hui et qui n'est pas du tout touristique. La découverte également de l'usine de fabrication de verre de Mboya, c'est quelque chose que l'on propose très facilement et qui a également un projet en lien avec la communauté, puisque toute la communauté joue le jeu de ramasser les verres et les ramener à l'usine, qui les rémunère pour ça. Donc, ça leur permet justement de se créer un revenu et ça permet également aux voyageurs de comprendre de quelle manière l'usine, le rôle en fait que l'usine joue au sein de la communauté.
Donc, on peut également faire des safaris. Alors, ce ne sera pas les mêmes que les safaris qu'on peut avoir au parc Kruger parce que les paysages sont véritablement différents. Mais vous avez au moins trois réserves qui sont très connues, notamment Mililwane qui reste l'un des sanctuaires les plus connus du Swaziland. Mais vous avez également la randonnée, les chutes telles que Mantega Falls. Vous pouvez découvrir également les visites locales. Donc, c'est quelque chose de vraiment authentique que l'on propose aujourd'hui. L'objectif, encore une fois, pour Realize Solidarity, c'est de permettre aux voyageurs de voyager de manière différente, de découvrir avec son propre regard l'Afrique du Sud telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, avec ses failles, puisqu'on va retrouver de nombreux vestiges du patrimoine, des traces du régime de l'apartheid, mais découvrir également comment ce pays a pu s'en sortir aujourd'hui et de quelle manière la transition a pu se faire. C'est vraiment un pays qui est complet puisqu'on va retrouver à la fois des traditions mais également une modernité au sein du pays. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que les voyages que l'on organise bénéficient à la population locale et que la population locale puisse faire partie intégrante des voyages qu'on organise. Donc, bien évidemment, on sait très bien que tout le monde ne peut pas prétendre à faire du voyage solidaire, mais c'est vrai que le fait de pouvoir intégrer la population dans les voyages, de les faire participer dans le voyage qu'on organise, permet de donner une autre dimension au voyage et permet de mieux faire comprendre vraiment aux voyageurs le pays qu'ils visitent tout simplement. Aujourd'hui, donc, on est sur l'Afrique du Sud avec le Swaziland et le Lesotho, mais c'est vrai que ce qu'on a voulu proposer aux voyageurs, c'est de découvrir on va dire, le pays sans écouter les on-dit que l'on peut entendre de part et d'autre, mais de se faire leur propre idée à eux. Donc, aujourd'hui, on propose des voyages classiques, traditionnels, mais on a également vraiment, on tend beaucoup plus à proposer donc de l'immersion auprès de la population locale, que ce soit sur une durée courte ou moins courte. Donc, j'espère avoir été assez complète. Je pense avoir dépassé un petit peu le timing, mais voilà. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait vous proposer. Donc, je ne sais pas si j'ai le temps de vous montrer la vidéo qu'on voulait vous passer. Sinon, on va passer directement aux questions. Ok, donc on passe directement aux questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, merci. Je vois les petits messages quand même. Euh, Décalage horaire. Alors, ah ok, ça arrive. Une idée du budget pour voyage privé. Alors, une idée de budget pour voyage privé famille, durée conseillée. Alors, une idée du budget, encore une fois, ça dépend de. Alors, ce que vous entendez par voyage privé, si c'est avec un guide ou si c'est en autotour, pour une famille, le budget moyen par personne, pour les adultes, il faut compter en moyenne entre pour 2500 euros à peu près, voire 3000, en fonction des activités, bien évidemment, si on compte un voyage de 2 semaines.
qui inclurait vraiment la découverte de Johannesburg, de Durban, le safari avec le Bad River Canyon, par exemple, un classique tout simplement, avec Johannesburg et Soweto, avec les safaris, donc quelque chose, un programme vraiment bien complet. Il faut compter à peu près, oui, entre 2500 et 3000 euros par personne. Vraiment, après, c'est du sur-mesure, donc difficile de répondre à la question juste comme ça, mais voilà, ça vous donne à peu près une fourchette de budget. Alors, l'insécurité en Afrique du Sud, c'est un grand débat. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ici chez Reliance Solidarity? On pense que l'insécurité est partout dans le monde, malheureusement aujourd'hui, qu'il faut avoir un comportement tout simplement correct, quelle que soit la destination que l'on visite, pas que l'Afrique du Sud. C'est vrai qu'on entend beaucoup des taux assez exorbitants de criminalité en Afrique du Sud. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des taux qui sont principalement liés au township, malheureusement. Et qu'aujourd'hui, vraiment, les règles de sécurité que l'on peut conseiller aux voyageurs, c'est tout simplement voilà, de faire attention. On a beaucoup de voyageurs qui voyagent en autotour, on a beaucoup de voyages solo, backpackers aussi, qui voyagent par leurs propres moyens. Donc, le pays est quand même très accessible pour voyager seul en faisant attention, en prenant des précautions, à ne pas voyager dans des endroits tels que les townships, par exemple, pour les citer, avec des gros bijoux en or ou ce genre de choses. Sortir, par exemple, à Soweto avec son téléphone, son dernier iPhone 11. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, mais voilà, l'objectif, c'est tout simplement prendre des précautions, mais pour nous, c'est pas lié à Johannesburg en soi. On ne vous emmène pas forcément dans des endroits risqués. On vit à Johannesburg depuis des années, donc on ne va pas non plus dans des zones à risque. Mais pour être aussi française, je connais également la France. Et il y a des endroits aussi en France, en Île-de-France ou à Marseille, où je n'irai pas. Donc, je pense que ce n'est pas forcément propre à l'Afrique du Sud, mais c'est tout simplement un comportement normal qu'il faut avoir dans n'importe quel pays, même dans le pays où on vit, des règles de bon sens. Voilà, quand on voyage en voiture et qu'on a par exemple tout son matériel informatique, ses appareils photo dans le coffre, bien faire attention, voilà, quand on ouvre le véhicule, à ne pas le faire devant une bande par exemple de garçons qui seraient juste devant le magasin où vous allez vous parquer, enfin vous garer, pardon. Donc voilà, pour nous, il y a de l'insécurité dans tous les pays, pas forcément plus en Afrique du Sud qu'ailleurs. Et c'est vrai que les taux de criminalité qu'on voit, malheureusement, sont quand même plus liés aux townships. C'est une réalité. Après, les voyageurs, c'est vrai que ce qu'on conseille vraiment, c'est tout simplement les règles de bon sens, mais à suivre partout. Je ne sais pas si ça aura bien répondu à votre question. Est-ce qu'on trouve des programmes sur le site? Alors, je pense que vous parlez de notre site internet. Si oui, alors il y a quelques exemples, mais comme nous sommes aussi très jeunes, hein, ça fait 3 ans qu'on existe et qu'on est un peu partout, on n'a pas pu réactualiser tous les programmes. Donc, ce sont vraiment des programmes de base qu'on a fait à la conception du site internet. Le mieux, véritablement, c'est de nous envoyer un mail pour qu'on vous envoie des idées de programmes mis à jour qu'on fait, notamment des programmes qu'on a sur notre programmation. Aujourd'hui, on en a 5 qu'on programme à l'année, qui vous donneront véritablement une idée de ce qu'on fait, surtout de manière solidaire ou en immersion. Le tarif indiqué ne comprend pas les vols. Ne comprend pas les vols internationaux.
Si vous parlez des 990 euros, ça comprend le vol interne, mais ça ne comprend pas les vols internationaux. Alors, du coup, je ne sais pas de quel tarif vous parlez. Sur la présentation, on a parlé de 990 euros. Ensuite, les tarifs sur le site internet sont également en euros. Et ensuite, ça dépend des partenaires avec lesquels on travaille. Parfois, c'est en euros, parfois, c'est en francs suisses, parfois, c'est en dollars, en ZAR. Voilà. Donc, mais sur le site internet, c'est en euros. Alors, du coup, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Alors, je pense pas qu'il y ait de questions. Delphine, est-ce que tu as une question? Non. Bon. Je pense qu'on a fini avec les questions. Tout d'abord, je voudrais vous remercier euh, pour avoir pris sur votre temps de travail et merci à Aril pour cette belle présentation de l'Afrique du Sud. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer un mail si vous êtes intéressé. Le mail est ici. Euh, après, Ril vous enverra de nouveau le replay. Donc voilà. Donc encore une fois, merci à vous, merci à Ril, et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Bah, merci à vous tous d'avoir pris le temps, en effet, pour participer à cette présentation de notre beau pays. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, voilà, à nous contacter par mail ou par Skype ou même WhatsApp. Voilà, on est disponible. Et on vous souhaite une très bonne journée. Donc, enfin, après-midi. Il y a 1 heure de décalage. Je crois qu'il est 13 heures chez nous, donc midi chez vous. Donc, bon appétit. Et puis, à très bientôt, on espère. Merci et au revoir. Au revoir, tout le monde.